Donc pour cette troisième et dernière session de la soirée, je suis très heureux d'accueillir Monique Friedman et Pierre Buraglio. Donc ce que je vous propose, c'est que nous partions là aussi de l'atelier populaire et de son fonctionnement pour avoir un point de vue peut-être un petit peu différent de celui que nous avons eu jusqu'à présent, un point de vue complémentaire aussi sans doute, sur le fonctionnement même de l'atelier. Peut-être pour commencer, Pierre Buraglio, est-ce que vous pouvez nous redire comment pouvait exister la participation des artistes dans l'atelier populaire, ou en tout cas comment vous avez vécu votre participation à l'atelier populaire en tant qu'artiste? En prenant un micro, du coup. Bien. Écoutez, il y avait le salon, ça a déjà été évoqué par d'autres personnes, le salon de la jeune peinture, plus précisément le comité du salon de la jeune peinture, et qui avait à son actif si vous voulez, deux grands travaux collectifs. Un premier qui était d'ordre, disons, plus simplement plastique, et le deuxième qui était plus directement politique, puisqu'il s'agissait de la salle rouge pour le Vietnam, à savoir le soutien au peuple vietnamien agressé par les Américains. Et alors, nous étions un certain nombre à avoir une certaine pratique du travail collectif, de soumettre notre travail au jugement des autres, non seulement de le soumettre, mais de se plier aux conclusions. Donc, on était assez prêts à participer à l'atelier populaire d'affiches. Plus précisément, c'est Bruno Quezanne, jeune sociologue, très brillant, qui a travaillé avec Bourdieu, qui demande à un certain nombre d'entre nous, comme Gilles Ayot, Arroyo, moi-même et d'autres, de rejoindre cet atelier. Voilà. Alors, donc, j'y participe à la fois comme artiste, comme professionnel, parce que j'ai une activité de peintre, j'expose dans les galeries Fournier, etc., d'une part, et d'autre part, comme militant politique, je suis membre de l'UJCML, et effectivement, et mon souci, évidemment, à l'atelier populaire d'affiches, va d'y soutenir la ligne contre... Et c'est un débat extrêmement fructueux, extrêmement unique, me semble-t-il, contre d'autres courants. Et c'est dans cette contradiction, les échanges extrêmement animés, beaucoup plus vifs que des jeunes gens aujourd'hui peuvent l'imaginer, que vont sortir ces centaines de créations et ces 600 000 à 700 tirages. Alors, Monique Friedman, vous ne participez pas à l'atelier populaire, vous y passez, vous n'y passez pas, vous vous tenez en dehors de cela? Alors, moi j'aimerais bien, si vous l'acceptez, recentrer la question de l'artiste à ce moment-là par rapport à la question de la peinture et la question de la puissance de l'idéologie. Parce que c'est mon expérience, c'est ce que j'ai traversé. Donc, moi, je suis en 65 à l'école des Beaux-Arts et nous militons ensemble dans les comités, c'était les comités Vietnam de base, c'était les comités où il y avait les artistes et les architectes. Et le paradoxe, c'est vrai qu'on était peu de femmes, mais qu'on avait des liens d'amitié avec nos camarades. Et ça, c'est quand même très important, parce que toute cette traversée s'est faite paradoxalement dans quand même une très grande amitié qui est restée. Voilà. Cette dimension de l'amitié me paraît quand même importante. Une autre dimension, c'est celle de la peinture et de l'histoire de la peinture. Moi, je rentre à l'école des Beaux-Arts, je veux être peintre. J'ai ce désir extrêmement fort et je vais être en même temps passionnée par les questions idéologiques et politiques. La preuve en est ces peintures qui ont été faites en 67 sur la question de comment servir le peuple en étant peintre.
Donc, ces questions-là étaient extrêmement importantes, nous animaient, et nous avions un grand enthousiasme par rapport à ces questions-là. Et en même temps, pour moi, je parle de moi, elles m'ont conduit à une position de renoncement à la peinture et de, je dirais, d'auto-castration, si on peut utiliser ce terme pour une femme. Voilà. Donc, en 68, moi, j'étais donc professeur de dessin dans les lycées et collèges. Je continuais à travailler dans mon atelier à ces toiles que vous voyez, qui sont quand même incroyables quand je les revois. Et j'étais très militante, c'est-à-dire que je ne suis pas allée à l'atelier de l'école, je le regrette, mais c'est comme ça. Et j'occupais les usines avec les travailleurs. Et mon expérience, ce qui me portait, c'était d'être dans la parole avec l'autre, dans la vie réelle, entre guillemets, mais c'était comme ça, et que la question donc du politique, servir le peuple par l'image, pour moi, c'était être auprès du peuple. Je ne dis pas que j'avais raison ou que j'avais tort, c'est mon histoire et je l'assume, et donc je n'étais pas à l'école pendant les ateliers, à mon grand regret. Donc peut-être qu'il faut préciser que ces œuvres dont nous montrons ici des reproductions sont vos dernières peintures et vos derniers dessins, puisque en fait, en 1967, vous faites le constat d'une contradiction entre la pratique artistique et la pratique politique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire est-ce que c'est un constat personnel ou est-ce que c'est un constat que vous pensez, dont vous pensez qu'il a une valeur plus générale? À ce moment-là, je ne pense, enfin, à ce moment-là, si vous voulez, je me retrouve donc dans mon atelier complètement. Il n'y a plus d'inspiration, il faut bien le dire. Je me dis qu'il faut que je fasse ces œuvres, mais bon, en même temps, il y a les pop américains, il y a tout ça dans l'histoire de la peinture, mais le plaisir et le désir dans l'atelier n'existent plus. Mais je ne peux pas, à ce moment-là, le formuler en ces termes. Je ne peux pas. Je ferme mon atelier en me disant « je vais me consacrer principalement à la lutte politique ». Mais je ne peux pas le formuler en ces termes. C'est bien plus tard que je vais avoir la possibilité de comprendre comment et pourquoi j'ai évacué la question de moi en tant que sujet et de mon histoire et de ma peinture. Mais ça, c'est un long processus et c'est un travail intérieur très important. Alors, cette question du sujet, d'une certaine façon, du sujet et du travail de peinture, elle est déjà... Enfin, c'est intéressant parce que je ne l'aurais jamais formulée de cette façon-là, mais elle est très profondément ancrée dans le travail qu'au moment des événements de mai 68, vous faisiez, Pierre. Oui, là on voit une œuvre qui s'intitule « Exercice de camouflage ». Effectivement, j'ai fait entrer le tissu de camouflage de l'armée française de notre génération, et qui était porté à l'époque que par les parachutistes. Bon, c'est vraiment un exercice, comment dire, pour le prendre au pied de la lettre, c'est un discours de peinture sur la peinture. Et lorsque, j'ai oublié son nom, Philippe Hamelin, fait l'exposition peinture et politique au Centre Pompidou, il voulait exposer un tableau de cette série, et je lui ai dit non, parce que ça aurait été malhonnête. Mon soutien à la cause algérienne, elle se faisait dans la rue, elle se faisait par des affichages de nuit, etc., avec quelques risques d'ailleurs. Bon, mais là, il s'agit de... Donc c'est un discours de la peinture sur la peinture. Et la différence de Monique, c'est que j'ai, on peut dire, pratiquement jamais fait une peinture en traitant un sujet réellement politique. Ça peut apparaître sur le petit CD que j'ai apporté. Dans le cadre du Salon de la jeune peinture, j'ai fait le portrait non, ça c'est plus tardif, c'est bien avant. Voilà, le portrait de Nguyen U Tho, à savoir le président du Front de Libération Nationale du Sud-Vietnam, mais je l'ai fait, c'est en regard du tableau de Gilles Ayot ou de Gérard Schlosser, ce n'est rien. Mais j'étais dans la logique de cette entreprise, je devais le faire.
je vais faire le Guyenne-Hutto. Pourquoi? Parce que disons, les médias, le discours officiel niaient la lutte des Vietnamiens du Sud. N'est-ce pas? Donc, je n'avais pas le choix, je devais faire ça. Bon, alors plastiquement, c'est pas grand-chose, mais c'est un calicot comme tout le monde aurait pu en faire. S'il y a quand même une posture là, c'est comme tout le monde aurait pu en faire, faute de pouvoir faire un tableau. Voilà, alors ça, on diverge un peu avec Monique et moi. Bon, j'ai répondu à la question ou non? Peut-être que, ce sur quoi je voulais aussi vous faire réagir, c'était sur le fait que, à part cette image limite qui montre que la contradiction est telle entre la pratique politique et la pratique artistique qu'il n'y a pas d'autre solution si on veut être en adéquation avec sa pratique politique quand on est artiste comme vous l'êtes, que de faire quelque chose qui ne correspond pas à une attitude de sujet. Il y a une forme de... Enfin, je rebondis et je formule peut-être de façon... Vous jouez sur les mots avec sujet un peu. Je joue sur les mots en partie, mais sur le fait que du coup, vous abandonnez ce qui fait... avec un tableau comme celui-là, que personnellement je ne connais qu'en noir et blanc dans cette version. Il est en noir et blanc et il était démoli, voilà. Avec cette peinture-là, on ne reconnaît pas ce qui fait le Pierre Buraglio montré par la galerie Fournier, qui est le Pierre Buraglio artiste, précisément abstrait, travaillant à une déconstruction de la peinture, déconstruction, reconstruction, et qui a un moment où vous êtes du coup conduit à abandonner cette forme de doctorialité artistique, et que c'est là où il y a quelque chose qui me semble se jouer entre les deux. Et qu'en même temps, le sentiment que j'ai, si on peut revenir à l'ordinateur juste, si on regarde les œuvres qui précèdent l'atelier populaire, on va passer à l'après tout de suite, c'est précisément que vous êtes déjà dans une forme d'effacement de vous-même, de travail de découpage de toiles, de chutes de toiles réassemblées, de copie d'une composition héritée de quelqu'un d'autre, en l'occurrence de Mondrian, avec l'abandon du geste pictural, et que tout cela a à voir avec ce qui se passe à l'atelier populaire, a à voir avec ce qui se passe dans l'engagement politique, ou peut-être pas. Si, c'est idiosyncrasique, on peut dire, peut-être s'effacer, oui. Mais oui, alors par là, bon, je vais cesser d'avoir une activité professionnelle de peintre, mais on peut la résumer ainsi, c'est que si vous voulez, je dois mettre entre parenthèses ma pratique, parce que il ne peut pas faire concilier les textes, à savoir les causeries sur la littérature de Mao Tse-tung, de Yan'an de Mao Tse-tung et d'autres textes de Lénine, avec ce que je peins, avec ce à quoi j'adhère profondément. Alors je le mets entre parenthèses pendant 4 ans, voilà. Ça se ramène à ça, il n'y a pas de... C'est tout, il n'y a rien ni d'héroïque, ni rien que ça. Peut-être que si j'avais peint, je ne sais pas, je pense à Gérard Schlosser, par exemple, ou d'autres membres du Salon de la Jeune Peinture, peut-être que ma position n'aurait pas été si radicale. J'aurais peut-être trouvé un biais, j'en sais rien, mais c'est ainsi. Et cette absence de biais, me semble vous caractériser l'un et l'autre de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça conduit à l'arrêt de ce qui est quand même le centre de votre vie. Monique Friedman. Alors, moi, oui, je veux dire, c'est vrai, c'est l'arrêt de la pratique dans l'atelier de peintre. C'est effectivement ce rapport à la peinture dans la solitude, et tout ce que l'on sait maintenant, je ne peux plus l'aborder. Donc, je vais quand même continuer, mais je vais travailler avec... on va créer avec Hélène Bleskine, on va créer des ateliers de théâtre avec des jeunes lycéens,
et on va être très actif, c'est-à-dire on va intervenir, c'est une forme de propagande, mais en même temps extrêmement joyeuse. C'est l'époque du art theater puppet, enfin bon, extrêmement joyeuse, dynamique, avec Velvet Underground, enfin on est dans une vraie joie et on va avec nos marionnettes, nos affiches, nos panneaux, nos théâtres devant Flins, devant Renaud Billancourt. On est très très bien accueillis, il n'y a jamais eu aucun problème de sécurité. La CGT ne nous agresse pas, le service d'ordre de la CGT, et il y a une dimension extrêmement ludique, joyeuse et militante. Voilà. Mais plus d'ateliers de peinture personnel. Alors, on va revenir sur ce sujet après de la question de l'atelier et de la pratique artistique, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus sur les sujets qui sont traités? Parce que, juste pour donner une indication, on a dans les images qui sont présentées ici, donc qui sont notamment liées pour 3 d'entre elles à des manifestations, enfin du théâtre de rue et des placards autour des usines Renault à Billancourt et à Flins en 1971. Et puis on a une image de théâtre lycéen avec une inscription en portugais, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être plus précisément quels étaient les objets sur lesquels ces manifestations travaillaient, parce qu'on y retrouve des thèmes. Un des aspects qui nous a beaucoup frappé avec Philippe Artière dans la préparation de l'exposition des Beaux-Arts, c'est le fait que notamment la question du logement et la question des travailleurs immigrés est une question qui existe de façon majeure pour le coup, dès 68, autant la question des femmes n'apparaît pas immédiatement, autant celles-là sont des questions qui apparaissent tout de suite et qui vont continuer à se développer, et d'une façon dont la mémoire collective française a gommé beaucoup des aspects pour faire comme si, grosso modo, ces questions apparaissaient avec la marche des beurs au début des années 1980. Or là, c'est des choses qui sont présentes. Bon, d'abord parce que dans la classe ouvrière, il y a une partie très très importante de maghrébins. On n'oublie pas quand même la guerre d'Algérie qui n'est pas loin. Et moi j'étais encore lycéenne, mais on militait pour l'Algérie indépendante. Donc il y a quand même toute une histoire qui nous accompagne. Et effectivement, notre intervention portait surtout sur le trafic d'embauche et les conditions dans lesquelles les travailleurs immigrés étaient embauchés, tout le système des patrons, enfin, qui bénéficiaient de ce trafic d'embauche. Et je me rappelle ils avaient occupé la mairie de Meulan, je suis incapable de vous dire la date exacte, et que donc voilà, c'était vraiment autour, c'est vrai, de l'immigration et du trafic d'embauche. Et donc là, par exemple, c'est vous qui faites ces placards? Oui, alors nous, en ce qui concerne les grosses têtes, enfin tout ce travail, on le faisait avec le théâtre lycéen, avec les jeunes lycéens, et les placards, c'est ou moi ou d'autres, je ne me rappelle plus, mais enfin bon, voilà. Mais ça n'a pas, enfin pour vous, c'est complètement détaché d'une pratique. Pour vous, la pratique artistique, elle ne peut être que dans la solitude de l'atelier? Oui, la pratique artistique ne peut être pour moi que dans la peinture, et quelque part perdue. Enfin, ça reste. Je sais que j'y reviendrai, mais je ne sais pas comment, parce qu'il y a une partie de moi-même que je n'arrive pas à retrouver en tant que peintre, et donc ça a pris du temps. Et l'image qu'on voit en bas à droite, c'est quoi? Alors donc on avait fait un spectacle et on l'avait fait dans un quartier populaire occupé principalement par des Portugais. Voilà, je ne me rappelle même plus, pour bien parler, je ne me rappelle pas du thème du spectacle. Mais voilà. D'accord, donc et c'est pour ça que du coup ça s'appelle Casa do Povo. Oui, parce qu'on est dans un quartier à forte majorité portugaise. Et cette pratique est une pratique collective, mais est-ce qu'elle se fait
pour revenir et rebondir sur ce qu'on a vu dans les exemples précédents, est-ce que ça se fait avec la participation des habitants, des ouvriers quand vous intervenez dans les usines, ou est-ce que c'est une pratique qui est une pratique importée en quelque sorte? C'est une pratique, non, ça ne se fait pas ni avec les ouvriers de Biencourt ou de Flaine, ni avec disons, les habitants de ces quartiers. Non, on vient et on fait la représentation ou on fait l'activisme, mais ils ne sont pas partie prenante. Voilà. Peut-être qu'on peut revenir, Pierre, je ne sais pas ce que vous aviez prévu dans le CD, du coup, que vous avez apporté, mais sur la manière dont vous passez ces années de cessation de l'activité artistique. Éric, on peut passer, si vous voulez, deux images, à savoir, non, celle-ci, elle est de 74, mais il y a une image, Plus loin. Voilà, simplement, c'est une affiche parmi d'autres. Et bon, c'est ma fille qui a fait le montage et c'est un peu malicieux parce que je crois que j'ai découvert qu'après c'est mon écriture. Mais c'est gentil de sa part parce que je n'ai pas réussi à en produire une. Mes esquisses devaient être mauvaises, mais ni Gilayo, ni Poustegui. Et c'est, je crois, la plupart du temps, je pense à la Chianlis et lui, etc., c'était un très jeune étudiant en archi, libertaire, et voilà, c'est une chose à souligner. Alors l'image. Peut-être qu'on peut rester sur cet aspect-là, parce que oui. Simplement pour que les choses soient bien claires. Oui. Donc vous produisez, quand vous êtes à l'atelier populaire, vous produisez malgré tout des images. Et ça n'est pas, parce que la légende, comme vous le savez, elle est que vous ne produisez pas des images, que vous faites un travail de commissaire politique à l'atelier populaire et que vous faites le ménage, vous faites tout ce genre de choses, vous insistez sur ces aspects-là, mais que vous ne faites pas d'images. Alors là, ce que vous nous dites, c'est que vous faites des images, mais elles sont refusées. Mais non, voilà, c'est drôle. Alors, est-ce que c'est ce que j'invente présentement? Bon, vous savez, j'ai la mémoire qui flanche, comme disait Jeanne Moreau. Hein. Oui, non, j'ai dû tenter quand même de faire quelques. Philippe Vermeers, on a tous tenté, ça a été plus ou moins. Mais j'insiste et je prends l'exemple d'Ayou, pour que j'ai la plus grande estime, il n'a pas réussi à en faire une, mais on pouvait tenter. Bon, mais passons là-dessus. Ce que je voulais. Non, ce que je peux dire en passant, si vous voulez, mais on peut revenir sur l'atelier populaire qui a déjà été traité. Ce qui me semble, comment dire, la force de ces affiches, l'adéquation, la juste adéquation entre le discours tenu, le mot d'ordre, j'aime pas tout le mot slogan, je les laisse au monde du commerce, le mot d'ordre et puis l'image, eh bien, c'est tout à l'honneur du jury, du jury de la commission de l'AG qui siégeait, parce que dans la plupart du temps, les meilleures esquisses, les meilleurs projets ont été retenus. Alors l'autre aspect capital, alors ce qui fait la richesse de pensée de cette... c'est que plutôt que des discours généralistes, type situationniste, etc., et les mots d'ordre, la demande même venait de la base. Et à mesure que l'atelier s'est développé, les commanditaires, et là je retrouve, nous rejoignons, venaient des grévistes eux-mêmes. Voilà. Alors je sais que la commémoration, ou plutôt l'enterrement de 68 dans les médias, etc., on insiste, ce qui intéresse, c'est l'espèce de grand monôme des étudiants et la personnalité de Cohn-Bendit. Nous n'avions strictement rien à voir avec ça. Ce qui nous intéressait, c'était ces 9 millions de grévistes et l'alimentation qui était l'alimentation venait par les sujets, les mots d'ordre venaient de la base même. Alors, et quant à l'aspect plastique, sa simplicité, c'est une chance d'avoir été dans une certaine pénurie. Je pense que la contrainte et la pénurie sont des grandes chances. Moi, je soutenais ça quand j'étais prof aux Beaux-Arts. On utilisait le papier, c'était les restes des bobinaux que des
imprimeurs grévistes nous donnaient. La couleur, c'était des restes de camions d'encre. Et la technique, dans sa forme la plus rudimentaire de la sérigraphie, produisait un effet subséquent forcément extrêmement simple et efficace. Et à dire aussi en passant, c'est que sans en avoir directement, sans s'y référer directement, les affiches de polonaises, tchécoslovaques, évidemment ça fait sourire certains parce qu'on ridiculise les démocraties populaires, mais je pense que les affiches étaient excellentes, et surtout cubaines, ont d'une certaine façon nourri aussi cette esthétique simple, efficace. Alors, quand vous abandonnez, donc à l'atelier populaire, enfin, au moment de mai 68, vous n'êtes plus à l'atelier par ailleurs chez vous, ou vous continuez une pratique individuelle? Non, j'ai tenté quelques tentatives, et puis j'ai arrêté. Oui. D'accord. Et donc, vous abandonnez, enfin, à partir de l'été 1968, vous avez abandonné complètement la pratique artistique. Et qu'est-ce que vous faites du coup? Qu'est-ce qu'on fait quand on est artiste? Non, parce que c'est une question. C'est une question réelle. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait quand on est artiste et aussi artiste que vous l'êtes l'un et l'autre, quand on ne peut plus. Qu'est-ce qu'on peut? Oui. Je fais des petits boulots pour nourrir ma famille, et puis voilà. Et petit à petit, je prends la décision, et puis je suis établi en usine, mais c'est pas tellement le sujet, ça, ce soir. Si. Ah bon? Si. Enfin, alors, que les étudiants, que les gens plus jeunes se réfèrent à Robert Linhart, à son magnifique livre, L'Établi. Voilà. Chez Gallimard, préfacé par Marguerite Duras. Alors du coup, je ne sais pas si c'est plus loin sur le CD ou... Je crois que c'est moi, ça. C'est aux éditions de Minuit, oui. Ah, pardon, merci. Ah, voilà, l'historien est indispensable. Alors, on va s'arrêter sur cette image, parce qu'en réalité, donc de la même façon que j'interrogeais Monique sur le fait de faire ou pas des placards, etc., en fait, vous faites malgré tout, pendant ce temps-là, quelques images. Mais ce sont des images qui sont des images strictement politiques. Comment est-ce que vous les distinguez à l'intérieur de votre pratique rétrospectivement, l'un et l'autre? Bon. Enfin, Monique a répondu d'une certaine manière déjà en disant qu'elle ne se souvient même plus si c'est elle qui l'a fait ou pas. Donc c'est une manière de répondre. Mais là, par exemple, cette affiche, quand vous me l'avez montrée, j'ai eu la surprise de voir qu'elle était signée. Elle est signée Pierre Buraglio. Oui, mais c'est une commande. D'ailleurs, je ne sais plus par quel biais je suis arrivé aux éditions universitaires. C'était Niederkang, l'historien, je me trompe. Comment s'appelait-il? C'était un journaliste aussi au Monde qui dirigeait la collection Les Justes. Et alors, c'est un travail alimentaire que j'ai fait avec un ami qui était très bien équipé pour mener ce type de travail. Mais je l'ai introduit, c'est un peu facétieux de ma part, c'est parce que il y a Cuba apparaît, et je crois que, vous allez me dire, je suis allé 4-5 fois voir l'exposition, là je l'ai fait visiter à des amis, mais j'ai rien vu sur Cuba dans votre exposition. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ça serait c'est un peu hors sujet, c'est un débat. J'ai rien vu sur Cuba, comme je n'ai rien vu de la presse du Parti communiste français, ni l'Humanité, Dimanche, ni La Pensée, ni la Nouvelle Critique, etc. Oui, mais c'est captieux, ça. C'est un peu... Bon, enfin, bref. Mais on peut passer, Eric, parce que c'était pour ça que je voulais le montrer. D'accord. Mais c'est alimentaire. Mais évidemment, les personnages, je peux m'en revendiquer. Bon. Ça, c'est la une, la couverture plutôt d'un des numéros du bulletin de la Jeune Peinture. Et il m'a semblé, j'ai tenu à cela parce que j'ai fait allusion tout à l'heure au comité de la Jeune Peinture, qui va jouer finalement, qui va contribuer à alimenter l'atelier populaire et d'autres mouvements. Et j'ai voulu le montrer aussi, cette image, parce que
pour son esthétique, son côté, sa simplicité, voilà, et la voix de la bourgeoisie. Bon, c'est la publicité Marconi, je crois, hein, la voix de son maître, c'est ça, qui est retournée, voilà, qui est retournée. C'est une pratique, c'est Zipporah Bodek, mon épouse de l'époque, qui l'a faite. Et il me semble que c'est intéressant par rapport aussi aux affiches. Voilà. Alors peut-être qu'on peut insister 2 minutes sur la place des femmes, revenir sur la question de la place des femmes. Parce que Zipporah Bodek donc, fait cette couverture du bulletin du Salon de la Jeune Peinture. Elle est présente à l'Atelier Populaire également. Oui, et à ce propos, un mot à madame. Cette Zipporah en question, avec le vécu qu'elle avait eu de la petite enfance, depuis la petite enfance, elle ne servait pas le café aux hommes. Elle était à part entière. Et les femmes avec lesquelles on se retrouvait, que ce soit Monique et d'autres, oui. Je ne les vois pas servant le café. Hein? Mais du coup, que faisait Zipporah Bodek à l'Atelier Populaire alors? Elle a fait beaucoup de projets et on a un certain nombre de ces projets ont été réalisés. Oui. Mais ce qui ne l'empêchait pas de balayer aussi. Mais vous aussi. Voilà, c'est ça. Une femme, un homme, etc. Et d'intervenir militairement si c'était nécessaire, parce qu'elle avait fait de Sahel, alors elle savait un peu se battre. Monique, pour vous, cette question de la place des femmes, elle existe à ce moment-là dans les manifestations. On va revenir aux images de... Voilà. Dans le travail dans la rue, donc vous êtes présente en tant que... Vous et Hélène Bleskine avec d'autres liés à Vive la Révolution. Mais est-ce que dans cette question de la place des femmes dans la pratique artistique et dans la pratique politique, à quel moment elle devient pour vous une question importante? Alors, dans la pratique politique, c'est incroyable, parce qu'on est quand même dans la rue, il n'y a jamais eu la moindre agression. Bon, ça c'est quand même extraordinaire, ni le moindre... comment dirais-je, ni le moindre propos grossier à notre égard, ce qui aurait quand même pu être, non du tout. Dans la pratique politique, c'est assez compliqué, parce qu'en même temps, avec nos camarades, il y a de l'amitié, il y a du partage, et en même temps, c'est une bande de jeunes garçons. C'est une bande de jeunes garçons de l'époque, c'est-à-dire que c'est une bande de jeunes garçons de l'époque, et qu'on est peu de femmes, et qu'on est quand même des bonnes femmes. Alors, mais tout ça était quand même n'était pas désagréable. Il y avait de l'amitié, il y avait de la séduction. La question, elle était beaucoup plus personnelle, c'est-à-dire, il y a eu un moment où, avec effectivement Vive la Révolution, dans laquelle moi j'étais, qui était assez libertaire, et commence, si vous voulez, l'interrogation, on commence, nous les militantes femmes, à se poser la question de « mais qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on cherche? Et qu'est-ce qu'on veut, nous, pour nous-mêmes ?» Donc la question commence à se poser, et effectivement, on se retrouve entre nous, c'est le début du féminisme, du mouvement féministe en France, et on commence c'est vrai, à parler, à se parler, à essayer de comprendre. Pour moi, c'est un grand questionnement personnel, c'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qu'il en est dans la lutte des peuples, dans la lutte des ouvriers, dans les organisations politiques, qu'est-ce qu'il en est de mon propre destin et de ce que je veux être moi et de ce que je suis moi. Ça a été la grande question que le mouvement féministe m'a permis d'aborder avec les autres femmes et avec les femmes artistes, mais pas seulement. Et la question aussi que les séminaires de Lacan, que j'ai suivis, m'ont permis d'aborder. Donc j'avais 2 outils pour réfléchir sur moi-même. C'était premièrement, effectivement, le début du mouvement féministe, parce qu'après, il y a eu... Bon, j'ai pris de la distance, mais c'était très important. Et puis, la pensée de Lacan sur, voilà, qu'est-ce que c'est essayer de comprendre ce que l'on est soi-même dans des contradictions très complexes
et puis retrouver sa singularité pour pouvoir reprendre son propre atelier de peinture et sa solitude vis-à-vis de ce qu'est la toile, le pinceau et le tableau. Alors, si on reste juste un tout petit peu sur cette question de la place des femmes, une des choses qu'on a, là encore, dans le travail de préparation de l'exposition, une des choses qui nous a beaucoup frappé, et qu'on a voulu rendre dans des vitrines, sans doute de façon malhabile ou qui aurait pu être plus explicite, c'est qu'effectivement, dans les débuts de la période, les femmes n'apparaissent pas tellement comme sujet au sens iconographie des images. Quand elles apparaissent autour, donc soit sur la représentation symbolique du pouvoir comme Marianne, soit autour des questions de liberté sexuelle, mais essentiellement parce que la question de la libération sexuelle vue du point de vue d'un jeune homme de l'époque, pour reprendre, et peut-être d'un jeune homme d'autres époques, c'est essentiellement celui de la disponibilité du corps féminin plus important que ce qu'il pouvait exister auparavant. Et donc c'est ce qu'on voit dans la production d'images. Et puis ce qui me frappe dans ce que vous dites, et peut-être que vous pouvez en dire plus, c'est le fait que la question, à ce moment-là, alors les deux images sont... Enfin, il faut oublier la partie droite pour l'instant, mais c'est que la question, elle devient une question centrale pour des raisons personnelles, c'est-à-dire d'abord à cause de ce que, enfin, on l'a beaucoup dit dans cette discussion, il me semble que il me frappe le fait que ce soit aussi important, que ce ne sont pas des projections venues de l'extérieur, c'est à un certain moment dans le positionnement du sujet que des questions politiques viennent se poser. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de contradiction, comme on veut souvent nous le faire croire, entre le politique et le subjectif ou le social et le sociétal, enfin tout ce genre de choses. Mais donc, par exemple, cette image qui est à gauche sur l'écran, c'est une image que vous produisez pendant cette période d'interruption du travail, où vous n'avez pas de pratique d'atelier, mais c'est une production d'image. À gauche, à gauche, les deux femmes. Alors ça, c'est parce que c'est la période de la lutte pour le droit à l'avortement. Donc, il y a un film, Histoire d'A, qui va sortir, qui est donc Histoire d'A, c'est l'histoire de l'avortement clandestin, et on me demande de faire une affiche que je réalise. Là, on n'en voit qu'une partie, et qui est censurée pour cause d'obscénité. Parce que, oui, on n'a pas pu la placarder, parce que, effectivement, on y voit la nudité de femmes, leur ventre, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est une reprise un peu timide, avec les crayons de couleur, et qui a quand même une justification, disons, politique, qui est la lutte pour le droit à l'avortement. Et comment vous vous retrouvez sur ce terrain de la lutte pour le droit à l'avortement ? Parce que je milite dans les mouvements féministes. Oui, mais Vive la Révolution n'est pas forcément au départ... non, mais on était... Oui, c'est vrai, mais bon, là, je vais au MLF, c'est le début du MLF, Mouvement de libération de la femme, et puis, voilà, toutes ces questions sont extrêmement pointues et d'actualité. Et en dehors de Vive la Révolution, il y a des groupes de femmes qui se réunissent. Il y a les premiers, comment dirais-je, les premières réunions du phare du front homosexuel révolutionnaire qui se tiennent à l'école des Beaux-Arts d'ailleurs, avec les premières réunions des féministes. Donc voilà, il y a un souffle, c'est pas 68, mais c'est vraiment, je suis d'accord avec Neil, c'est vraiment l'héritage de 68, c'est-à-dire on a levé le couvercle d'un chaudron qui allait exploser, et une grande libération de la parole, de la liberté sexuelle, ça c'est extrêmement important, pas de politique correcte, qui fait que, voilà, il y a un échange extrêmement... puissant d'énergie entre les femmes, les jeunes homosexuels qui se battent pour leurs droits, les hommes, tout ça, voilà, tout ça est dans une grande forme de liberté. Donc ça, c'est une affiche censurée. Et donc, c'est à partir de là que se fait le retour au travail personnel. Oui.
Oui, c'est vrai. Parce que je recommence à utiliser les crayons de couleur et je recommence timidement un travail de dessin, j'en ai des tonnes, sur papier, avec les crayons de couleur, etc. C'est une reprise, voilà, qui se fait quand même. Vous pouvez parler de la reprise et de comment elle se fait? Et est-ce que cette reprise, c'est une rupture avec des années qu'on pourrait dire des années politiques? Ou est-ce que c'est une continuité? Est-ce que c'est nourri? Comment cela se passe? Alors, c'est une reprise qui est vraiment dans une forme de violence. Bon, au début, il y a ces crayons de couleur, et ensuite, je vais faire beaucoup de dessins, fusain, pastel, crayon noir, encre, peinture noire, sur le corps de la femme, et dans une grande pulsion comme ça, et liberté, qui m'ont vraiment permis de revenir au tableau, à la couleur, et voilà, à la peinture. Mais il y a eu ce passage de dessin très violent et très personnel, où il fallait que j'affronte quelque chose, quoi. Mais est-ce que pour vous, c'est aussi une rupture avec la politique ou pas? Oui, complète. Enfin, complète, excusez-moi, quand je dis complète, j'exagère. Disons que c'est une rupture avec la militance. Voilà. C'est une rupture avec la militance. Pas avec. Voilà. Avec, disons, avec la militance et avec l'implication personnelle dans la militance. Voilà. Pierre, quand vous, au bout d'un certain nombre d'années, vous revenez, alors on peut le montrer tout seul sur le CD plutôt, Oui, bon. l'image de la fenêtre. Alors avant la fenêtre, il y a une petite tentative, Revenez en arrière, peut-être, une tentative de photomontage. Alors peut-être revenez sur le, Oui. le photomontage, parce qu'un des aspects qui me frappe dans le photomontage, Oui. dans une des choses qui est absente de l'exposition Images en lutte, mais qui est en arrière-plan et que vous avez évoqué l'un et l'autre, il y a la guerre d'Algérie, et ces photomontages, ils ont à voir avec aussi avec la guerre d'Algérie, avec la guerre du Vietnam. Revenez en arrière peut-être encore. Oui. Encore. Écoute, vous voulez on va parler du Lion est mort, mais on parlera. Voilà, là. Oui, alors, donc j'essaie au cours de l'établissement, d'ailleurs vous montrez une chose ou deux dans l'exposition, d'ailleurs entre parenthèses ça aurait dû rester anonyme parce que c'est anonyme, bon, bref, c'est pas grave. Ouais, j'ai une quelconque activité que mais un peu au service du mouvement, un certain savoir, c'est tout. Donc je fais partie du comité de locataires, etc. Et lorsque j'essaie de reprendre une vie, sinon professionnelle, parce que j'en ai pas, mais disons une vie d'atelier, je m'essaie à des photomontages. J'ai en tête les Allemands, Haussmann, mais surtout John Herzfeld. Et j'essaie de, pas avec celui-là, je n'ai trouvé que ceux pour Kisson-Le Glas, mais d'autres qui sont peut-être plus intéressants idéologiquement. J'essaie effectivement de faire allusion à la guerre d'Algérie, puisque ma génération, et nous les hommes, c'est là où c'est différent avec nos camarades et nos amis femmes, c'est que nous sommes directement impliqués, ou on l'a fait, ou on ne l'a fait pas, enfin bref, on est directement impliqués. Alors donc, ce sont cette espèce de bricolage qui est ressorti du photomontage. Je vais m'y essayer, mais sans grand résultat. Alors je vais abandonner cela. Je vois que je vous fais beaucoup rire, Eric. Bon. Ah bon? Ah bon, il y a quelqu'un qui fait des grimaces alors dans la... Ah bon, qui ne fait pas de grimaces. Bon, d'accord. Bon. Oui. Non, allez-y, oui. Parce que, pardon, ça non, je vous en prie. Je crois que ça et puis, a perturbé une partie voilà. de la salle, effectivement. Ah bon. À un certain moment, mais tout est rentré dans l'ordre. Oui. Ah ben, si tout rentre dans l'ordre, nous sommes sauvés, alors. D'ailleurs, c'est déjà l'ordre qui règne, là, lors des manifestations. Bon. Non, plus sérieusement, petit à petit, je retrouve l'atelier où je l'avais laissé. Alors, donc, je reprends une expression que j'avais souvent utilisée, je crois qu'elle vient
de Gilayo, c'est d'établir un distinguo entre l'adhérence et l'adhésion. J'essayais d'adhérer à un certain type d'image, de pratique artistique qui pouvait traiter du sujet, et ma foi, je n'y arrive pas. J'adhère au fond profondément, allez savoir pourquoi, mais à ce que j'ai fait plus jeune, à ce qui m'a marqué, à ce que nous avons fait ensemble avec des gens comme Parmentier et d'autres. Et donc, d'où ce châssis que vous avez montré de 74. On peut peut-être le remontrer là. Voilà. Et qui me surprend. Non. En restant sur le CD, mais en avançant à nouveau, pardon. Châssis, oui. Jusqu'au châssis. Je crois que le type, c'est moi qui imprime. Voilà. De quoi? Non, je crois que le type aux cheveux noirs qui imprime, c'est moi, je crois. Ah bon, d'accord. C'est vraiment très secondaire. Non, alors, je me surprends moi-même, et je surprends et je déçois un certain nombre d'amis, et voilà, je reprends au fond, j'utilise le fond de mon atelier, les agrafages, finalement des toiles libres, hein, et donc je disposais d'un certain nombre de châssis, et que ce que je fais, je travaille avec les composants matériels de l'artiste, du peintre occidental, je travaille le châssis, etc. Voilà, c'est la reprise. Sans aucun succès commercial, mais avec une satisfaction de reprendre mon travail. Alors, moi, je voudrais quand même insister sur ce moment de l'histoire en tant que peintre dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, après cette rupture, cet arrêt de la peinture, quand je reprends, il faut absolument que je retrouve, il faut que je retrouve la jouissance de la peinture. Et ça, c'était quelque chose qui était véritablement refoulé par nos amis peintres. C'est-à-dire que Buren, Parmentier, Toroni avaient élaboré une théorie des plus dogmatiques où, si vous voulez, prendre du plaisir dans la couleur, la peinture et le tableau était véritablement, comment dirais-je, contre-révolutionnaire, était absolument abject. Donc c'est ça que moi je recherchais, que je voulais retrouver. Et c'était vraiment hors propos. Et j'étais effectivement assez seule, par rapport à moi-même, je ne dis pas que d'autres ne faisaient pas la même chose, mais j'étais vraiment seule. Comment arriver à retrouver cette dimension, qui est pour moi celle de la peinture, arriver à retrouver cette dimension en moi-même et à me l'autoriser. C'était donc parce que effectivement la période n'était pas favorable à ce genre de choses, d'autant si elle venait d'une femme. Alors là, ça prenait des caractères obscènes. Oui, mon châssis fait figure de peine à jouir, à côté de la peinture de. Mais il y a dans la salle d'autres amis peintres et femmes qui, je crois, ont vécu à peu près la même chose. Peut-être qu'on peut terminer cette fin d'après-midi en passant justement la parole à la salle, s'il y a des questions, parce qu'il y a aussi d'autres témoins dans la salle. Ah oui, je vous permets, encore, tout à fait, vous n'avez pas besoin d'autorisation. C'est encore peut-être facétieux, un peu critique. Il y a quand même un document qui manque beaucoup un document qui manque beaucoup dans votre exposition, ce sont les cahiers de la rue d'Ulm. Et alors, moi, je ne vais pas soulever une polémique, mais si vous voulez, oui, peut-être qu'il a un problème. Non, il a peut-être, je sais, un problème avec la rue d'Ulm. Bon, qu'il le règle. Mais il n'avait pas à le régler comme commissaire. Et parce que, si vous voulez, ce que je remarque, c'est que, il s'agit, on parle beaucoup on a lu l'interview de Julie, on parle évidemment de Cohn-Bendit 10 fois par jour, etc. Mais c'était intéressant parce que là, on trouvait un certain nombre de noms dans le générique, donc de jeunes normaliens, et dont les positions politiques, je pense à Balibar, je pense à Rancière, je pense à Badiou, etc., dont les positions, à la différence de ceux que je viens de nommer, n'ont pas changé. Alors, c'est une grave... Si, non,
non, on regarde l'évolution culturelle, etc. Mais je les lis comme vous, Balibar et Rancière, par exemple, ce que je viens de dire, je maintiens dans les grandes lignes. Mais donc, on peut polémiquer pourquoi il n'y avait pas ce document dans votre exposition. Si vous voulez, si on a le goût de la polémique. Oui, on aurait pu mettre aussi l'Opéra Rouge de Badiou, effectivement, et sa réédition tout récemment, où il dit, Alain Badiou, qui est probablement le philosophe avec Jacques Rancière le plus traduit français, le plus traduit dans le monde aujourd'hui, où il dit très clairement qu'il est maoïste, aujourd'hui encore. On n'a pas souhaité forcément aller dans ce sens-là. Je pense, alors là, pour le coup, en tant que... Ce document-là, enfin, il y en a d'autres hein, qui sont même en lecture oui, mais directe. Il fait date. Hein. Pardon ? Il est important, il fait date. Oui, parce que ça mais va alimenter ce que vous signalez là, c'est l'importance de Louis Althusser. Et on ne peut pas dire que la figure de... Ah oui, parce que tous ces philosophes, oui, ce sont des étudiants de Louis Althusser, y compris oui. Robert Linhart, puisque c'était quand même le caïman Althusser et le caïman de la rue d'Ulm. Donc cette présence, et c'est là que je vous suis pas, parce que précisément on a évité Génération. C'est-à-dire on a évité de faire de cette exposition le livre de Rothman et Hamon, qui avait précisément rendu absolument anecdotique cette histoire, et qui avait produit d'ailleurs des effets politiques, familiaux et autres terribles, et même, je te dirais, historiographiques terribles. La bonne chose, c'est que ça a suscité, et Alain Gesmar le disait encore lundi soir, chez un certain nombre d'anciens militants, le souhait de déposer des archives et de constituer ce qui s'est appelé Mémoire de 68 et qui a été déposé à la BDIC sur toutes ces organisations, où y compris il y a cette brochure. Alors c'est un peu ça aussi, ça ne nous a pas intéressé de travailler, l'exposition ne portait pas encore une fois, ne portait sur la culture visuelle de l'extrême gauche. On fera peut-être un jour une exposition sur ce qu'on a appelé de manière postérieure, et à mon avis à tort, la French Theory, mais justement, c'était pas l'objet. Alors, mais on aurait pu le mettre. Mais on aurait pu le mettre. On aurait pu le mettre dans la bibliothèque. Simplement, sur eBay, il coûte assez cher, je crois. Voilà. Je vous remercie vraiment. Voilà. Mais si vous nous en faites don, franchement, ça nous fait très plaisir. Hein. Je le garde. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Oui, bien sûr. Sur les interventions précédentes. Il s'agit de la continuité de l'esprit mai 68, de l'idée de collectivité, de mouvement de quartier, de l'association, ce côté atelier populaire, solidaire. Et quand je me suis trouvée comme jeune américaine à Paris, j'ai rencontré donc Philippe. J'étais frappée par le déchiquetage du quartier du Marais. Le Marais, comme tu l'appelles, était un marais délabré, en rénovation par l'expulsion de tous les immigrants qui se trouvaient dans le quartier, surtout l'îlot Saint-Paul. Donc il y avait beaucoup de mouvements et un sentiment de révolte de la part des habitants du quartier, qui était organisé par 5 ou 6 personnes qui venaient non seulement des Beaux-Arts, mais du quartier en général. Donc il y avait une sorte de spontanéité que je pense qu'il faut le signaler, parce que en même temps que les terrains de jeu pour l'aventure, il y avait aussi la place des Vosges qui était menacée par un grand parking en dessous. Et donc, c'était le CH4, le gaz méthane de Marais, par hasard, le comité des habitants du 4e, qui se sont organisés, se sont retrouvés avec Philippe Hermès et d'autres à planter des arbres qui étaient placés là, mais en attente, puisqu'on pensait faire le parking plutôt que de recréer le square et de le rénover. Donc, ils ont replanté des arbres et il y avait un sentiment de « oh,
peut-être on n'a pas envie. Et c'était non seulement les artistes du quartier, c'était les gens qui habitaient la place des Vosges et d'autres. Donc il y avait cet esprit-là. Et puis tout récemment, j'ai lu dans le New York Times, à la une, que les parcs devaient retrouver l'esprit de terrain d'aventure actuellement, puisque le goût de risque disparaît. Donc, il n'y avait plus de clous, plus de marteaux, plus de bois, plus de cordes qui pendaient avec des pneus au bout, et que le personne qui inspectait les écoles voulait que les terrains de jeu publics et dans les recrets des classes, des écoles, ressemblaient à ces terrains d'aventure, qui étaient donc avaient cet esprit de découverte, d'exploration et d'aventure. Et aussi le mélange des enfants, d'artistes, mais aussi des gardiens du quartier. Donc il y avait tout l'esprit qui était là. Et peut-être on revient. Merci. Il y a des questions là-bas. Oui, je voudrais revenir sur les cahiers d'études marxistes-léninistes. Parce que, avec Buraglio, on a eu des conversations à une certaine époque où lui, il défendait l'idée que l'art, c'était l'idéologie. Moi, je prenais la position d'Alain Badiou, qui disait que l'art n'était pas l'idéologie. Et par rapport au maoïsme, qui était terroriste à l'époque, il ne faut bien pas l'oublier, le discours de Badiou était réprouvé. Or, dans les cahiers d'études marxistes-léninistes en question, le discours de Badiou, qui s'appuie sur Pierre Marcheret, c'est précisément que l'art n'est pas l'idéologie. Alors ça a été complètement exclu, ça. Il y a des choses qu'on a oubliées. Par exemple, Pierre sait très bien qu'on avait fait à la Cité universitaire une contre-biennale qui s'appelait Octobre 69, manifestation au service du peuple, où là, il y a eu des débats, où il y avait un certain Thorne qui faisait des films parfaitement maoïstes, et où il y a eu une descente à la Biennale de Paris, dont j'ai encore des photos, 2 photos. Et si vous avez les photos, il y a quelqu'un dans la salle qui est très intéressé par vos 2 photos. Où on a mis ces photos. Vous avez repéré. À l'endroit où il y avait une banderole qui avait été mise par la descente en question, il y aura bientôt le bouquet de fleurs métalliques de qui déjà? De quelqu'un, un américain. Bon, ben, je m'arrête là. Merci, merci. Je viens juste de voir une chose quand même qui me permet de répondre à Pierre mieux que je ne l'ai fait. J'ai feint le consensus, mais pour mieux repasser par derrière. C'est juste que le cahier que vous nous montrez, il date de 1966 et que nous avions décidé que nous ne montrions rien d'antérieur à 1968. Il me semblait quand même qu'on y avait réfléchi, parce que c'est là où je me souvenais plus, et qu'on avait réfléchi notamment à propos de cet article de Badiou sur l'autonomie de l'esthétique, etc. Il y avait une autre question. Oui, donc c'est peut-être une question plus spécialement pour Monique Friedman. Vous avez parlé de réseaux d'amitié, de réseaux qui étaient aussi des réseaux militants, notamment avec Michel Parmentier et les gens de l'atelier de Roger Chastel. De ce que j'ai vu aujourd'hui de vos œuvres de l'époque, j'ai l'impression que vous êtes une des rares qui n'a pas cédé peut-être aux sirènes de la peinture d'entaille. Est-ce que vous pourriez peut-être en parler? Et une deuxième question aussi pour tous les deux. Pardon. 68 est-ce que 68 n'a pas aussi été un moment de séparation, où ces groupes-là, ces réseaux d'amitié se sont aussi
brisé par la politique peut-être aussi, ou en tout cas distancié. Est-ce que vous pourriez en parler aujourd'hui? En ce qui concerne les réseaux d'amitié, ils ne se sont... Alors, moi, j'étais pas amie avec Buren, Parmentier, Toroni, non, non. Mais les liens d'amitié qui se sont tissés dans le cercle à l'école des beaux-arts, avec les architectes, à l'extérieur, dans la militance, quelque part, on a pris de la distance, mais il y a quelque chose qui nous unit, qui est vraiment particulier. Et quand on se retrouve, c'est comme si on s'était vu la veille. Donc, il y a vraiment une fraîcheur qui reste de quelque chose qu'on a vécu dans la jeunesse, hein, on était tout jeunes. Il y a une fraîcheur qui reste et il y a quelque chose d'incontournable qu'on ne peut partager qu'entre nous. Parce qu'effectivement, ça paraît complètement délirant, quoi. Quand on en fait un récit tel qu'on essaie de le faire, ou quand on a fait un récit logique, ça échappe à toute logique, quoi. Il y a une explosion, il y a quelque chose de délirant. En ce qui concerne la peinture d'Antaï, je la mets différemment. Elle est pour moi tout à fait différente de celle de Toroni, Buren, Parmentier. Parce que Antaï, quelque part, j'aime beaucoup son travail, mais Antaï, il part du tablier de sa mère. C'est-à-dire que tout ça, c'est très bouleversant. C'est-à-dire que c'est cette espèce de nostalgie et de mélancolie du tablier bleu indigo de sa mère qui va conduire son œuvre. Et pour moi, ça, c'est incontournable. Et Archil Gorki, qui donc est un peintre arménien qui a fait toute sa carrière aux États-Unis, il a travaillé pendant des années sur la petite photo qu'il avait du portrait de sa mère avec lui enfant. Mère qui avait été effectivement exterminée comme beaucoup d'Arméniens. Et aussi l'œuvre d'Archil Gorki qui est aussi très mélancolique et elle part de là. Et il a travaillé sur ce portrait, alors qu'après il est devenu un peintre abstrait. Il a travaillé pendant des années, il a retouché ce portrait. Donc, d'où part la nécessité de la peinture? À partir du moment où Antaï part de la nécessité de la peinture, de la nostalgie, mélancolie du tablier de sa mère, à partir du moment où on part de là, il y a quelque chose de soi qui fait que ça légitime l'œuvre. Donc pour moi, c'est différent, quoi. Bonsoir. Moi j'ai une question plus sans doute pour Buraglio, ou en tout cas au moins ceux qui dans la salle ont fait partie de l'atelier populaire ou des ateliers populaires. Je suis là, pardon, je suis juste à côté. En fait, j'ai énormément de questions, mais il y en a deux surtout dont j'aimerais que vous parliez un peu. La première, c'est... Je sais qu'il y a eu au sein de l'atelier populaire de l'ex-école des beaux-arts de Paris des personnes qui ont travaillé à la diffusion de la pratique de la sérigraphie militante et qui ont été enseignées la technique de la sérigraphie, en tout cas ses rudiments, à notamment des comités d'action. Et je sais aussi qu'il y aurait des membres de l'atelier populaire de l'ex-école des beaux-arts de Paris qui ont été à Flins, monter un atelier dans une maison d'Élisabethville, et j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui s'est fait, parce que cette anecdote reste très, très vaporeuse, on a assez peu d'informations là-dessus, et je voulais savoir si vous pouviez en parler un petit peu. Et une deuxième question qui est assez dense aussi, en fait, je voudrais savoir si vous pouviez parler de l'anonymat et de l'importance de l'anonymat en fait, au sein des ateliers populaires. J'ai pas tout très bien entendu, très bien. Ça doit être un peu sourd. Oui. Il y aurait des membres de l'atelier populaire qui seraient allés à Élisabethville pour aider les militants à produire des affiches, oui, et à apprendre la technique de la sérigraphie. Je suis allé moi-même prendre des contacts. Oui, je suis allé moi-même prendre des contacts et j'ai rencontré des
les grévistes de Flins. Et par la suite, mais c'est dommage que Gérard Fort-Manger soit plus là parce que je crois qu'il s'en est occupé avec d'autres plus précisément. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est pas encore que tel ou tel ait joué tel rôle, c'est que effectivement cette technique, on a essayé de la répandre. Je me souviens avoir été à l'École des Arts Appliqués, aux Beaux-Arts de Versailles et dans d'autres usines. Je me rappelle plus. Dans des usines, je ne me rappelle plus exactement. Mais bref, cette technique extrêmement simple, un châssis, une table, un châssis, des râteaux, un peu d'encre, on a essayé de la répandre. Et effectivement, je pense que à travers la France, un grand nombre d'ateliers se sont répandus, se sont développés. Mais la première partie de votre question, là, mes chers... Ah oui, pardon. Alors l'anonymat. Ah oui, l'anonymat, ça c'est très important. Effectivement, et d'ailleurs, bon, ils sont pas là, mais je suis toujours un peu choqué quand j'ai d'anciens des camarades de l'atelier qui revendiquent la paternité de telle ou telle affiche. C'est bien qu'il les ait faites, c'est bien qu'elles aient eu une certaine efficacité, mais c'est un des traits majeurs qui caractérise cet atelier, c'était l'anonymat. Alors, bon, et c'était premièrement, quitte à me répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était se soumettre à la critique de tous. Et ça, pour les individualistes que sont la plupart des artistes, il fallait faire un effort sur soi-même considérable. Donc, bon. Et le deuxième facteur, bon, ne pas signer. Oui. Bon, Monique a raison aussi, parce qu'un certain nombre elle a raison, on appartenait à des organisations, un certain nombre d'entre nous qui ont été dissoutes, il y a eu des arrestations, etc. Il y avait cet aspect-là. Oui, il y a eu la loi anti-casseurs avec le... Hein? Ils savaient tout sur nous, je peux dire. Oui, je pense. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit être? Oui. C'était Raymond Marcellin, Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur, oui. Et voilà. Merci. Bon. Au revoir et merci.